Entreprises, universités, comment mieux recruter dans des zones marginalisées, que ce soit dans les zones rurales ou dans les QPV. Pour s'atteler à ce sujet, je souhaite la bienvenue à Kira Mitrofanov, rédactrice en chef de Challenge, et à ses invités, Lamri Adoui, Alexandre Gérard, Marie Baudin et Julien Ducou. Merci. Merci. Bonjour. Non, c'est bon, ça y est, il est passé, ouais. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui, avec ces intervenants de très haut niveau et qui ont des choses passionnantes à nous raconter. Donc, comme il vient d'être dit, le sujet porte sur le recrutement dans des zones marginalisées. Ça peut être évidemment les quartiers prioritaires de la ville, mais ça peut être aussi les zones rurales. Et l'idée, c'est de montrer qu'il peut y avoir des bonnes alliances, notamment au niveau de l'enseignement supérieur entre l'université et évidemment le monde de l'entreprise. Donc peut-être avant d'introduire finalement cette table ronde, je vais présenter mes invités. Donc, à ma droite, Julien Ducou, vous êtes vice-président de FedEx en charge du hub de Roissy, qui est presque une ville dans la ville. Vous êtes un peu comme un maire. Exactement. Vous avez 4000 personnes sur le site. Donc, c'est une ville dont le cœur bat tous les jours, y compris la nuit. Et vous nous raconterez ça tout à l'heure. Lamri Adoui, ravie de faire votre connaissance. Je connaissais votre prédécesseur, mais je ne vous connais pas. Donc, vous êtes président de France Université et par ailleurs aussi, vous êtes président de l'Université de Caen. Ravie de vous rencontrer. Donc Alexandre Gérard, vous êtes responsable performance ESG à la Banque AXA et vous nous raconterez qu'est-ce que vous faites plus précisément sur ces questions d'inclusion. Donc vous êtes aussi une représentante du monde de l'entreprise avec des actions très concrètes. Et Marie Baudin, ravie aussi de vous rencontrer. On s'est parlé au téléphone tous les quatre précédemment pour préparer cette table ronde. Donc vous êtes une entrepreneur, vous avez créé donc Dynatos Design et par ailleurs cette plateforme dont vous allez nous parler qui s'appelle AeroWorks et dont l'objet est justement de connecter les différents publics, des gens éloignés de l'emploi et des entreprises qui cherchent des talents. Et puis aussi que c'est éventuellement des parties prenantes comme les missions locales ou d'autres intervenants accompagnent cette connexion pour qu'effectivement, à l'issue de cette prise de contact, évidemment, ça débouche sur l'emploi. Alors, juste un petit mot avant de passer la parole à Lamri Adoui. Évidemment, je pense que vous êtes tous sensibles au fait qu'il y a encore beaucoup trop de jeunes dans des zones dites marginalisées, les QPV, les zones rurales, qui ont du mal à s'insérer dans le monde du travail parce qu'ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les codes ou tout simplement, ils n'ont pas les transports pour se rendre dans des centres là où elles travaillent. Ils ont aussi peut-être la mauvaise adresse, ils ne sont pas nés au bon endroit et donc cette insertion est difficile. Ces marqueurs peuvent continuer à les poursuivre, entre guillemets, dans le reste de la vie puisque même quand ils rentrent dans la vie professionnelle, parfois ils n'accèdent pas aux promotions professionnelles auxquelles ils pourraient avoir droit parce qu'ils sont encore pénalisés par ces différents problèmes que je viens d'évoquer. Et puis, outre ces discriminations qui existent et qui font qu'il y a quasiment, par exemple, 2 fois plus de jeunes au chômage dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a aussi cette autocensure que l'on connaît et qui perdure. Beaucoup de jeunes s'autocensurent, n'osent pas, même s'ils sont talentueux, même s'ils ont envie, même s'ils considèrent qu'ils ont leur place dans l'entreprise, dans la société, ils n'y vont pas. Et c'est là que nos interlocuteurs sont intéressants. On imagine, et on va l'entendre, que l'enseignement supérieur, l'enseignement en général, mais aujourd'hui l'enseignement supérieur et l'université, a tout à fait sa place pour identifier ce public, ces jeunes,
qui sont à l'université, mais qui ont des freins, qui ont des boulets finalement aux jambes, les identifier, les aider, les accompagner, leur donner les codes, leur donner les réseaux, leur donner confiance en eux, tout simplement, mot confiance, et donc pour avancer. Et l'autre grand intervenant, l'autre grande partie de cette mise en connexion, évidemment, c'est l'entreprise. L'entreprise, elle a besoin de ses talents, elle a besoin de talents tout simplement. Or, il y a tout un vivier de talents et il y a plein de métiers qui sont en pénurie, on l'a vu ces dernières années. Il y a des connexions qui ne se font pas dans notre société française, vous le savez. On manque par exemple d'un nombre incalculable d'ingénieurs. Il y a des métiers en tension où on ne trouve pas les bonnes personnes, le tourisme, la restauration, etc. Et donc l'entreprise elle-même joue son rôle, certaines jouent leur rôle pour aller chercher les jeunes, pour les former, pour leur donner confiance, pour les promouvoir au sein de l'entreprise et donc pour qu'ils aient une vie professionnelle réussie. Donc pardon, j'ai été un peu longue, mais c'est pour vous présenter un peu le sujet. Et donc je me tourne vers vous, Monsieur Adoui, Lamrina Adoui. Merci beaucoup donc encore d'être là. Moi, j'ai presque envie de commencer, que vous nous disiez un petit peu quel est votre propre parcours, parce qu'on vous connaît mal en tant que président de France Université, et puis de nous dire, pour commencer, comment on repère ces publics qui sont, même s'ils sont à l'université, ça veut dire qu'ils sont brillants, parce que quand on rentre à l'université, c'est qu'on a déjà un parcours scolaire réussi, mais ils vont être en difficulté pour effectivement s'insérer, faire valoir leurs talents pour rentrer dans le monde du travail. Merci de cette question. Alors, quelques mots sur le parcours. C'est pas le plus facile de parler de soi, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait un peu sens. Donc, moi, je suis né d'une famille qu'on va dire mixte, c'est-à-dire d'un père algérien qui est arrivé en France en 1946, au moment où la France avait vraiment besoin de main-d'œuvre et pour reconstruire un peu le pays, et d'une mère bretonne, fière de l'être, et qui se sont rencontrés pendant la guerre d'Algérie. Donc ça vous trace un contexte qui n'est pas complètement simple. Deux enfants qui sont nés, moi et mon frère, qui sommes les premiers finalement enfants de la famille à accéder à l'enseignement supérieur. Une formation totalement dans le public. Ça veut dire des collèges, des lycées en banlieue, en quartier prioritaire. Je fais mes études au lycée sur la dalle d'Argenteuil, qui est celle qui avait eu un moment de célébrité politique. Certains sont trop jeunes dans la salle pour le savoir, mais il y a une petite vingtaine d'années. Et donc finalement, rien ne prédestinait au fait qu'on puisse accéder déjà à l'enseignement supérieur et avoir un parcours après, qui est celui d'un parcours d'études universitaires qui m'a amené à la thèse, à être recruté en tant qu'enseignant-chercheur et aujourd'hui à être président d'Université et de France Université, qui représente aujourd'hui plus de 2 millions d'étudiants, 117 établissements d'enseignement supérieur. Et tout ça pour dire que vous ne deviendrez pas tous, certainement dans la salle, chercheurs ou présidents d'université. Je ne suis même pas sûr que je vous le souhaite, hein, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'il faut à un moment donné que personne ne s'interdise quelque chose, qu'il faut accéder à ses rêves. J'ai entendu tout à l'heure la fin de l'intervention du jeune influenceur qui était là. On voit que lui, il a trouvé sa voie. Et finalement, peu importe finalement ce que vous faites, mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à faire en sorte, et je comprends parfaitement ce que vous avez dit, Madame, tout à l'heure, il faut arriver à faire en sorte que demain, on n'ait plus peur simplement de donner une adresse sur un curriculum vitae. Il faut que ça, ce soit quelque chose de complètement dépassé. Et donc, on a encore beaucoup de travail à faire, parce que je comprends cette réaction, et on sait que ça fait partie des biais qu'on peut encore avoir aujourd'hui dans un process de recrutement. D'accord. Dites-nous un mot donc, sur l'université. Oui. Comment aujourd'hui l'université, effectivement, identifie ses profils, comment on les aide, comment on les accompagne, et peut-être d'ailleurs, entre autres aussi avec le programme Ambition de Mosaïque, mais déjà, quelle est la démarche de l'université ? Alors déjà, il y a des publics en situation que je vais qualifier de fragilité qu'on peut identifier assez facilement. Je veux dire, une personne, un étudiant, par exemple, une étudiante en situation de handicap, ça a été évoqué tout à l'heure. On peut avoir des étudiants qui sont sous main de justice. On peut avoir des étudiants qui vont vers des formations pour lesquelles on pense qu'ils ne sont pas particulièrement bien formés. Par exemple, un bachelier professionnel qui rentre dans une licence générale. On sait que ça veut dire qu'il y a une fragilité potentielle simplement parce qu'il n'a pas le background pour suivre exactement la licence. Vous avez bien sûr les étudiants boursiers, dont on sait qu'il peut y avoir une précarité un peu plus grande. Il y a quand même 40% d'étudiants boursiers dans les universités françaises, 45% dans les IUT. Ça ne veut pas dire que tout le monde est précaire. Je veux dire,
ne faisons pas du misérabilisme, mais quand même, il y a quand même un terrain qui est extrêmement favorable. Donc tout ça, ce sont des données d'entrée que l'on connaît. Et c'est vrai que depuis 2018, il y a une loi qui s'appelle la loi ORE. Normalement, il y a un vrai travail sur la personnalisation des parcours. Et donc, on doit suivre, au travers d'un contrat pédagogique qu'on signe avec l'étudiant à son entrée à l'université, le fait de pouvoir les accompagner par des dispositifs qui sont des dispositifs dédiés, qui peuvent être par exemple de la remédiation, qui peuvent être du tutorat, qui peut être de leur proposer, quand ils sont décrocheurs, parce que ça, c'est un autre public fragile, hein, c'est ceux qu'on n'a pas identifiés à l'entrée, mais dont on sent immédiatement qu'ils sont en situation de décrochage. Et donc aujourd'hui, on est capable de proposer à ces étudiants, dès la première année, dès la fin, j'allais dire des 6-7 premières semaines, des diplômes d'université qu'on appelle Paréo, qui sont des dispositifs dans lesquels on peut non seulement leur redonner des bases de confiance, de français, de mathématiques, qui les remettent un petit peu à niveau, mais aussi de leur permettre de faire un stage, par exemple en entreprise, de manière à aller réfléchir à sa situation en termes d'orientation. Et aujourd'hui, peut-être si j'ai un message à passer, c'est que l'université française, elle est assez loin des caricatures qui lui est parfois faites. C'est une institution vivante qui travaille avec ses écosystèmes, qui travaille avec les entreprises, qui travaille avec les collectivités territoriales, qui travaille avec la société civile, parce qu'on sait qu'on joue ensemble beaucoup de choses. On joue ensemble les compétences dont le monde économique a besoin, et on pourrait y revenir évidemment. On joue l'attractivité des territoires, on joue une partie du développement économique de nos territoires, et on joue, à mon avis, ce qui est une mission très importante en termes de valeurs, les enjeux d'inclusion, les enjeux d'égalité des chances, et sur un territoire, par exemple, comme celui où je suis à Caen, sur le territoire normand, une volonté d'avoir une élévation globale du niveau d'ambition, pour que chacun ne reste pas sur le bord du chemin, mais qu'on lui donne la chance de trouver sa voie. D'accord. Un petit mot sur le programme Ambition. Après, Alexane nous en dira plus, puisqu'elle, côté entreprise, elle s'inscrit aussi dans ce programme. C'est récent, vous avez un partenariat. En quoi ça consiste concrètement pour les universités, ce programme ? Alors, ça a été un tout petit peu abordé. En fait, depuis 2022, France Université s'est associée avec Mosaïque autour de ce programme Ambition, qui est, vous l'avez compris, le fait, il y a deux enjeux très forts. Premièrement, il y a un enjeu de coaching, parce que si on veut être recruté et si on veut prouver qu'on a les compétences pour être recruté, il faut d'abord se donner les moyens d'être un bon candidat. Il faut pas être... c'est bien, il faut être le bon candidat au bon endroit, au bon moment, mais on doit faire en sorte d'être le bon candidat et de se donner les chances de l'être. Et donc, il y a un coaching qui est là pour aider notamment les étudiants qui sortent de quartiers prioritaires de la ville ou de zones rurales. Et puis, deuxièmement, il y a un travail avec les entreprises, et sans doute ça sera évoqué tout à l'heure, de manière à ce qu'il y ait une vraie réflexion avec les entreprises, de manière à communiquer sur le vivier de compétences qui est à disposition d'entreprises parfois qui ont du mal à recruter, qui peuvent se retrouver sur des zones qui sont en tension et les viviers sont vides alors qu'il y a des besoins qui s'expriment sur le territoire. Et donc ça, il y a tout un travail en lien avec les entreprises pour essayer de favoriser notamment le premier emploi, c'est-à-dire le premier pas vers le marché du travail. Donc aujourd'hui, on a 16 universités qui sont embarquées dans ce dispositif. Ça représente, je crois, 1700 étudiants qui sont aujourd'hui sensibilisés dans plus d'une cinquantaine de formations partout en France. D'accord, très bien. Alors Alexane Gérard, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes responsable performance ESG à la banque AXA Bank. Dites-nous un petit peu, vous concrètement, qu'est-ce que ce programme vous apporte et au-delà de ça, quelles sont les actions que vous menez pour aller chercher ces jeunes qui sont d'une certaine manière marginalisés au moment d'entrer dans le monde du travail ? Merci Kira. Donc peut-être pour démarrer, je voulais juste en profiter pour faire un hommage à Claude Bébéar, donc évidemment notre fondateur chez AXA, mais aussi un grand humaniste. Donc sa vision, elle a irrigué notre entreprise. AXA, il a été à l'origine, il a co-créé il y a déjà maintenant plus de 20 ans la charte de la diversité, justement pour encourager les entreprises à lutter contre les discriminations à l'embauche et aussi d'avoir un milieu professionnel qui soit plus représentatif de la société. C'est important donc pour nous ce sujet, et je dois aussi en parler par rapport à mon métier. Évidemment, ça fait du sens quand on travaille en RSE, ces sujets de diversité et inclusion. Et plus spécifiquement, c'est toujours aussi bien de rappeler que la performance économique de l'entreprise et l'intérêt général, c'est tout à fait conciliable. Je pense que ça, c'est plus à démontrer. Mais surtout, désormais, je pense que c'est même vital pour la pérennité de l'entreprise. On est dans un contexte où le réchauffement climatique s'accélère, où les inégalités se creusent. Donc, c'est absolument essentiel pour les entreprises de s'engager dans cette voie. Donc, chez AXA,
notre objectif, c'est évidemment d'aller chercher les talents, de les attirer, qu'importe où ils soient. Et donc pour ça, on a besoin justement de créer des alliances et de s'appuyer sur des acteurs stratégiques implantés sur le territoire, donc notamment la Fondation Mosaïque avec le programme Ambition. L'idée, c'est aussi d'avoir effectivement des recrutements en interne qui soient plus représentatifs bien de nos distributeurs, de nos clients, de la société en règle générale. Et donc voilà, de rendre l'entreprise aussi plus performante et plus résiliente face à l'augmentation des risques. Donc le programme Ambition spécifiquement, c'est assez récent en tout cas dans la filiale banque chez AXA. Ça fait 1 an qu'on a intégré le programme. Par contre, en 1 an, on a été assez proactif. On a pu faire donc spécifiquement au sein de l'équipe RSE 6 interventions en université, notamment Sorbonne Paris-Nord et Saint-Quentin en Yvelines. On a décidé aussi de s'engager dans cette voie et j'insiste sur, enfin je précise que c'est au niveau de l'équipe RSE parce que je considère que c'est notre rôle aussi en entreprise de montrer la voie et d'être moteur sur ces sujets de manière continue. Donc nos objectifs ils sont multiples. Le premier, bien sûr, faire connaître ce qu'on fait, AXA, via une façon aussi peut-être plus humaine de présenter l'entreprise. Alors on reste une entreprise du CAC 40, donc je pense que ça peut potentiellement en effrayer certains. Je peux le comprendre. Donc voilà, vraiment humaniser cette relation, qu'on se sente, nous et les étudiants, à l'aise dans un espace où ils se sentent légitimes de poser des questions. Évidemment, présenter notre métier, voilà, la réalité du quotidien. D'autant plus, moi souvent j'insiste sur l'intérêt d'intégrer les enjeux ESG à leur futur métier. Ça peut être vraiment un avantage concurrentiel pour eux d'intégrer cette composante. Et puis après, bien sûr, parler de notre parcours, les difficultés qu'on a pu rencontrer et très concrètement, leur donner des tips. Alors ça va dépendre des intervenants. Mon collègue, lui, il aime beaucoup insister sur l'intérêt et l'importance de se créer un réseau. Voilà, tout à fait fondamental. Sur le fait d'adopter les codes aussi de l'entreprise. Moi, me concernant, je suis plutôt sur la partie se sentir légitime, voilà, se sentir confiant en ses compétences, en ses capacités et surtout d'oser. Voilà, ce qu'ils ont assez du mal peut-être à faire. Donc voilà, aller oser toquer aux portes. Donc voilà ce qu'on a pu faire à peu près pendant 1 an avec le programme Ambition. Et en allant sur le terrain rencontrer ces jeunes, donc c'est lors de masterclass, c'est ça, les jeunes sont face à vous, vous présentez la banque AXA et après vous effectivement leur donnez des conseils, voire et répondre à toute question. Alors ça peut être extrêmement large, ça peut être effectivement sur les codes en entreprise en règle générale, ça peut être au global sur l'entreprise AXA, sur le métier de la RSE. Donc voilà, c'est extrêmement large, sur le parcours aussi personnel. Donc voilà, on est dans ces moments-là assez ouverts et l'idée c'est vraiment de créer un espace où ils se sentent en tout cas safe et légitime de poser des questions et nous on est vraiment là pour ça. D'accord, très bien. Alors, une autre entreprise qui est représentée aujourd'hui, et pas des moindres, FedEx. FedEx a son hub européen, c'est-à-dire l'endroit par lequel tous les cargos qui transportent des colis et qui rentrent en Europe passent, peut-être pas tous, mais en tout cas principalement par cette porte d'entrée qui est Roissy, et ce qui donne un endroit où 4000 personnes travaillent, c'est considérable, moi je n'avais pas idée de ça, tous les jours avec des métiers extrêmement divers et des besoins de recrutement très importants, puisque d'ailleurs il y a quelques jours, vous venez encore d'ouvrir un nouvel entrepôt avec 66 emplois créés, des gens qui ont été formés pendant plusieurs semaines et donc qui rentrent dans cette famille qui est le hub de FedEx, où il y a d'autres opportunités après pour progresser, pour dérouler sa carrière avec une assez grande fidélité, d'après ce que vous m'avez raconté, parce que justement, il y a l'étape d'insertion, de rentrée, déjà que la connexion se fasse, mais aussi après de dérouler des carrières, et vous y faites très attention. Mais déjà, expliquez-nous, puisqu'il y a eu un peu un changement en 2022 après le Covid, sur votre façon de recruter. Il y a eu un fort besoin de recrutement, et là, vous avez un peu retravaillé vos fondamentaux, notamment avec France Travail. Racontez-nous. Oui, merci. Effectivement, alors FedEx, on est un acteur mondial, transporteur express international, présent dans tous les pays à travers le monde, 220 pays territoires, près de 500 000 collaborateurs à travers le monde. En Europe, on est environ 40 000, en France, 9 000. Puis tout d'un coup, l'Île-de-France, 5 500, et ces 5 500 sont concentrés en très grande majorité sur le site de Roissy-Charles de Gaulle, avec 4 000 collaborateurs sur un monosite. Nous avons beau être un acteur mondial, nous sommes aussi un acteur local. C'est-à-dire que nous voulons, nous le souhaitons et nous le faisons
c'est recruter localement là où nous sommes implantés. Donc le hub de Roissy-Charles de Gaulle est basé sur l'aéroport de Roissy, au nord de l'Île-de-France, sur des territoires qui, de surcroît, sont aussi des territoires sur lesquels il y a énormément de demandeurs d'emploi et avec des qualifications parfois qui les rendent parfois un peu éloignés du monde du travail. Alors, vous le rappeliez, effectivement, Kira, par le passé, nous avions une méthode très pragmatique, c'est-à-dire que nous allions nous directement sur les territoires. On avait baptisé cette démarche « Un emploi près de chez moi », c'est-à-dire que nous allions dans les mairies, nous allions auprès des prescripteurs pour présenter nos métiers, recruter directement dans les mairies. Ce qui nous donnait accès à un bassin d'emploi qui est très riche et à des talents, des réels talents qui intégraient nos équipes. Puis une fois qu'ils sont entrés dans nos équipes, eh ben, nous les formons et puis nous leur donnons l'opportunité, au travers de la mobilité interne, d'évoluer dans l'entreprise, soit de manière transverse, mais également de profiter de la promotion interne, puisque 100% des postes se font par le biais de la promotion interne. Alors plus récemment, et vous parliez de 2022, en 2022, FedEx connaît une très grosse expansion sur le site de Roissy-Charles de Gaulle. On augmente de près de 30% nos activités. Besoin de beaucoup de collaborateurs. Il nous faut 1200 collaborateurs. On a 4 mois et demi pour les recruter, donc dans un délai assez court. Donc là, effectivement, nous rendre dans les mairies de manière individuelle, ça nous paraissait un petit peu compliqué. Et depuis quelques temps, j'ai été en contact avec Pôle emploi à l'époque, avant que ça ne devienne France Travail. Et nous étions très intéressés par leur méthode de recrutement par simulation, ce qu'ils appellent l'AMRS, qui était très proche en fait de nos recrutements, puisque nous recrutons soit sans CV sur les métiers sans qualification particulière, ou bien avec des CV anonymes. C'est-à-dire que les biais dont nous parlions il y a quelques instants, ça nous permet tout de suite de les repousser. Et puis, au travers de nos méthodes de recrutement que nous avions déjà, qui étaient des méthodes de recrutement où on recherche surtout l'habileté professionnelle, donc des méthodes vraiment basées sur des mises en situation, sur du comportemental, et bien avec France Travail, on s'est retrouvés puisque leur méthode de recrutement par simulation nous parlait parfaitement. Donc nous avons reçu les équipes de France Travail, les prescripteurs, et là je crois que c'est un point qui est très important pour rapprocher aussi ces populations près de l'entreprise, c'est de leur faire, pour être sûr que les prescripteurs s'approprient effectivement quel est le monde de l'entreprise. On ne vend pas une marque, on ne vend pas un logo, ce sont des métiers, et l'intérêt commun c'est que les personnes qui vont nous rejoindre s'y plaisent, et donc c'est vraiment un intérêt commun, et pour moi c'est un point fondamental. Ça s'est très bien passé avec les équipes de France Travail, sur tout le territoire notamment du 95, du Val d'Oise, et ils nous ont permis de recruter 700 collaborateurs en l'espace de quelques mois. Donc c'était une vraie réussite. Donc je voulais saluer en tout cas le travail qui a été fait par les équipes de France Travail sur cet exercice. Et puis plus récemment, vous le citiez, nous avons ouvert un bâtiment vendredi dernier, un bâtiment de 25 000 m² pour traiter le fret lourd. Nous avions alors je dis quelques, mais c'est 70 collaborateurs que nous devions recruter. Nous sommes retournés encore une fois auprès de France Travail, qui nous ont présenté leur plan opérationnel, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les acronymes. Donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et nous avons sélectionné 66 candidats exactement qui ont rejoint les équipes et et je les ai vus pas plus tard qu'hier soir. Ils sont très satisfaits, nous le sommes aussi. Donc et pour quel type de métier? Dites-nous un petit peu quels sont les métiers, et surtout, j'imagine que vous avez plus de candidats qu'il n'y a de postes, même si vous venez d'en recruter 66. C'est quoi un bon candidat? Qu'est-ce qui fait qu'on est retenu? Qu'est-ce qui fait que la formation débouche effectivement sur un CDI? Nous, ce qui va nous préoccuper en premier lieu, c'est vraiment la volonté, l'engagement, la motivation du candidat à intégrer une entreprise et d'y investir. À partir du moment où on trouve des candidats, et on parle vraiment d'habileté professionnelle et de comportement, on est vraiment sur du comportemental, dès lors qu'on va retrouver ces qualités individuelles, le travail en équipe, puisque c'est évidemment du travail en équipe, mais aussi la curiosité, la volonté de s'investir et de vouloir progresser, le candidat aura toutes ses chances pour réussir au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, vous le disiez, turnover au sein de chez FedEx, 2%. 2%, c'est-à-dire que c'est zéro. Enfin, 2% ou zéro, il n'y a pas de turnover. Quand on parle de 2%, ce sont les quelques départs en retraite de nos plus anciens collaborateurs qui commencent à partir. Ancienneté moyenne, avant la vague de recrutement de 2022, 17 ans. Aujourd'hui, on est descendu à 11 ans, forcément. On a 25% de collaborateurs qui ont moins de 3 ans d'ancienneté. Mais ce qu'on voit, c'est que les collaborateurs qui rentrent chez nous, ils y voient une opportunité de faire carrière. Donc nous avons une vraie image d'employeur, d'entreprise, où les salariés
quand bien même ils n'ont pas de background ou de diplôme universitaire, voient au travers de FedEx l'opportunité de rejoindre une entreprise, rejoindre un projet industriel et grandir avec ce projet industriel. Et si ce projet industriel grandit, se développe, c'est grâce au travail des hommes et des femmes qui construisent avec nous au quotidien cette réussite. Donc c'est cet engagement, et cet engagement, on parle de promotion interne, 100% de nos cadres opérationnels sont issus de la promotion interne. Oui. 100% de nos directeurs opérationnels, donc qui encadrent entre 300 et 400 collaborateurs, sont issus de la promotion interne. Et donc quand on a recruté typiquement les 1200 collaborateurs, ça a été 450 promotions internes qui ont été faites dans les 2-3 mois qui ont suivi. Et donc on est vraiment un ascenseur social, d'où cette marque employeur, mais en même temps aussi, c'est ce qui nous permet au travers de ces alliances, puisque là on parle quand même des bonnes alliances pour recruter sur le territoire, et on parle dans des zones marginalisées, donc la région nord de Paris, en tout cas autour de l'aéroport, on est vraiment dans le sujet, nous permet en tout cas de trouver de véritables talents au sein des équipes. Mais pour rejoindre peut-être aussi ce que disait mon voisin, monsieur le président de France Université, il est important aussi que les entreprises s'ouvrent auprès aussi du monde universitaire, mais aussi des écoles. Donc le monde universitaire d'une part, mais aussi auprès des plus jeunes, dans les collèges, dans les lycées, puisque souvent nos métiers sont méconnus. Tout à l'heure, j'étais sur une table ronde avec des jeunes en recherche d'emploi ou en recherche d'alternance. Il y a des secteurs d'activité, et je pense que Marie en parlera également, il y a des secteurs d'activité, il y a des zones géographiques trop méconnues, et l'aéroport en est un. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est 90 000 emplois sur 90 000 emplois. C'est colossal, c'est je crois que c'est le premier ou le deuxième pôle économique de France. Tout le temps en recherche d'emploi avec des palettes de métiers qui vont de l'accueil client dans les aérogares, qui vont sur des métiers opérationnels comme chez nous, chez FedEx, mais qui sont aussi tous les métiers techniques. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit quand on va dans un aéroport. On voit les agents qui sont dans les aérogares ou on voit les transporteurs. Par contre, derrière en coulisses, il y a énormément d'infrastructures techniques qui nécessitent des agents techniciens. Et donc, notamment FedEx, on fait certains partenariats avec les académies pour recevoir des professeurs. Donc, on reçoit les enfants, les élèves de collège, de lycée pour leur présenter les métiers, qu'ils aient conscience que juste à quelques kilomètres de leur lieu d'habitation, il y a cette diversité d'emplois et donc ils s'y intéressent. Et quelle est la palette d'emplois qui peuvent y être proposés? Donc ça, c'est plutôt pour les collégiens, les lycéens. Et ensuite, auprès des professeurs d'université, on reçoit les professeurs d'université, en tout cas c'était avec l'Académie de Créteil au mois de septembre dernier, c'est recevoir les professeurs et qui puissent tout d'un coup mettre en face des classes, des cours qui peuvent avoir des cours théoriques, magistraux, qui puissent y voir les applications concrètes. Et qu'à partir de ces applications concrètes, ils font des petites vidéos, ils font des films, ils peuvent retourner en fait auprès de leurs élèves en leur disant ben voilà, ce qu'on vous explique, voilà le type d'application concrète, voici les entreprises auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, mais qui ont besoin aussi de ces compétences. Et je crois qu'il est important de créer ces passerelles entre l'éducation, l'université et les entreprises. Tout à fait. Alors c'est une perche tendue pour Marie Baudin formidable, puisque dans ces bonnes connexions, la plateforme que vous avez créée, Marie, s'appelle donc AeroWorks. Elle est justement centrée sur les métiers de l'aérien, et donc vous allez nous raconter de quoi il s'agit, mais c'est effectivement là vraiment de connecter grâce au numérique les publics qui ne se trouvent pas toujours, à savoir les entreprises et les gens qui cherchent du travail, qui ne connaissent pas toujours les métiers et qui, à un moment, peuvent se rencontrer grâce à votre plateforme. Donc, racontez-nous ce qu'est AeroWorks. Alors, je vais essayer de la raconter, ce qu'est AeroWorks, en prenant justement, on va dire, les partages de chacun d'entre vous. Alors, Julien a raison, l'aéroport, c'est une ville, c'est plus de 80 000 personnes qui y travaillent tous les jours. Et il faut se remémorer qu'en 2021, c'était la période donc, de la pandémie. Et si on prend un aéroport comme Paris-Charles de Gaulle, au lieu d'avoir 200 000 passagers par jour, on en avait 1200, et c'était uniquement des rapatriements sanitaires. Donc on est dans cette situation-là. Et avec mon associé, Marc, on se dit génial. Parce qu'en fait, c'est une crise. Et quand il y a une crise, c'est le moment de pouvoir changer. Alors on est allé voir justement les entreprises qui offrent les métiers de l'aéroportuaire et on leur a dit, est-ce que ça vous dit de sortir de la crise en faisant mieux et différemment ? Et donc, ils ont été 8 au début à dire « Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Parce que pour recruter de manière inclusive et de manière durable, il ne s'agit pas juste de volonté. S'il n'y a pas la volonté, c'est compliqué. Mais côté entreprise, il faut de la volonté, il faut de l'ambition, il faut une méthode.
Donc on a commencé à interroger justement les habitants du 93, 95, 77, peu importe, en leur disant « Ok, comment vous postulez aujourd'hui et pourquoi vous ne pensez pas à l'aéroport ?» Comme a dit Julien, et pourquoi tous les métiers ne sont pas connus. Et puis on est allé interroger les acteurs publics en disant « Qu'est-ce qui vous manque côté entreprise pour mieux accompagner vos publics ?» Et puis on est allé interroger les entreprises et on leur a dit « Dites-nous comment vous fonctionnez, parce que vous voyez 10 000 personnes par an pour en sélectionner 500 et les autres, ils n'ont même pas de réponse. » Et comme avec mon associé, on adore la complexité, on s'est dit « Chouette, là, il y a un vrai problème et on va essayer de transformer les pratiques. » Donc ça s'est fait sur 2 points. La première, c'était de créer un collectif d'entreprises pour qu'ils parlent tous d'une même voix et qu'ils agissent tous de la même façon. Et quand je dis un collectif d'entreprises, c'est des donneurs d'ordre, des sous-traitants, des concurrents. Donc aujourd'hui, ils sont plus de 30. Vous avez évidemment le groupe ADP, le groupe Air France, mais vous avez aussi tous les sous-traitants. Ça, c'était le côté organisation méthode. La deuxième chose, c'était faire un outil avec et pour les candidats, notamment ceux qui en ont marre de ne pas avoir de réponse, qui en ont marre d'être stigmatisés sur le CV, qui, quand il faut envoyer un CV, se demandent ce qu'ils vont écrire, puisque soit ils n'ont pas d'expérience, pas de qualification, ou ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas travaillé, donc ils sont assez mal à l'aise avec le sujet. Et donc je rejoins ce qui a été dit, nous on est parti de quel que soit ton parcours de vie, tu as des qualités personnelles, tu as vécu des choses qui ont développé chez toi. Bon, on parlait tout à l'heure de courage, de résilience, en fait tout ça existe pour de vrai et ça existe chez toi. Donc on a développé un algorithme qui permet à chaque candidat sans CV de se connecter sur aerowork.fr et de répondre à un questionnaire qui pourrait être le L de l'été. C'est vrai, aucun rapport avec le travail, mais avec un algorithme qui permet de déceler quelles sont vraiment les grandes qualités personnelles du candidat. Et on a fait le même travail côté recruteur en leur disant pour de vrai, comme a dit Julien, au-delà de la technique, qu'est-ce qui compte dans le métier, dans ton métier? Et donc eux aussi, ils ont décrit les qualités personnelles recherchées. Et avec l'algorithme, on a fait matcher en fait les besoins des entreprises avec le vécu des candidats. Et là après, c'est un parcours toujours sans CV, sans discrimination qui se fait. Mais comme je vous l'ai dit, ça s'arrête pas là parce que bon, c'est très bien la rencontre, c'est fait sans discrimination côté habitants et candidats et entreprises. Le sujet, c'était de se dire, et c'est ce que les entreprises ont conscientisé, je crois que c'est Alexandre qui en parlait tout à l'heure, c'est que à la fin des fins, quand vous êtes une entreprise sur un territoire, que vous développez votre activité économique, que vous êtes des habitants, que vous vivez dans cette collectivité, que vous êtes des acteurs publics, que vous œuvrez, à la fin des fins, tout ça, c'est une communauté de destin. Et comme tu l'as dit très clairement, Alexandre, tout à l'heure, on ne peut pas continuer à faire de la performance sans qu'elle soit durable. Et pour ça, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient intégrées. Et donc, c'est pour ça qu'on a connecté non seulement les entreprises et les candidats à AeroWork, mais aussi les acteurs publics, pour que lorsqu'un candidat postule, si la réponse c'est non, pas tout de suite, son conseiller puisse lui dire bon alors viens on regarde, c'est quoi les prochaines étapes, peut-être qu'il y a une étape avant celle-ci, peut-être qu'on peut mettre en place cette formation, cet accompagnement. Le but c'était vraiment de créer une boucle vertueuse pour que les 3 grosses parties prenantes soient connectées et surtout en méthode, ça c'était pour résoudre le problème là tout de suite maintenant, on sort du Covid, comment on recrute, mais c'était aussi pour arrêter d'avoir en fait des crises qui reviennent tous les 2 ans et de préparer demain. Et l'aéroport, que ce soit Orly ou CDG, il y a plus de 50% des personnes qui y travaillent aujourd'hui, qui n'y travailleront plus en 2030. Et donc, il y a 50% du personnel à recruter. Et pour ça, il faut travailler la GEPP. Donc, quand vous vous inscrivez sur AeroWork, vous pouvez postuler sur un métier, mais vous pouvez surtout voir quel est le métier d'après. Et ça, c'était important aussi pour la projection des candidats. Combien de connexions de personnes qui effectivement ont vu leur proposition d'emploi aboutir à un emploi à ce jour? Là, on est sur une tendance à peu près, ça dépend parce que grâce à ça aussi, le turnover chez les entreprises diminue et ça, c'est plutôt chouette. Donc là, on est plutôt sur une tendance entre 800 et 1000 recrutements par an, dont 20% d'allocataires du RSA. D'accord. Oui, donc ça décolle. Alors, ce que vous m'avez expliqué quand on s'est parlé précédemment, c'est que là, on est sur le domaine de l'aérien, de l'aéroport, mais du coup, c'est des communautés finalement qui peuvent se décliner dans d'autres domaines. Vous pourriez avoir Resto-Work demain. Je ne sais pas si c'est pas la bonne on m'a proposé Apéro-Work, je ne l'ai pas saisi, mais pour mettre en contact effectivement les communautés avec l'appui en plus des pouvoirs publics ou des différents acteurs qui peuvent aider et intervenir si effectivement la connexion se fait pas, mais en tout cas décliner ce modèle sur différents soit sites géographiques, soit métiers, pour que effectivement ça aboutisse plus vite et que notamment on aille trouver des publics qui sont éloignés de l'emploi.
Exactement, Kira. En fait, à partir du moment où vous êtes dans une branche d'activité dite pénurique, avec beaucoup de besoins en recrutement que vous ne trouvez pas et que vous avez un sujet de recrutement et d'attractivité, à partir du moment où le développement de votre économie, elle se fait sur des territoires qu'on n'a pas appelés marginalisés, mais simplement avec des taux de chômage élevés ou des faibles niveaux de qualification, ce type d'outils, ce type de méthode surtout, permet justement de travailler la durabilité de vos approches de politique inclusive. Et c'est des discussions qu'on a aujourd'hui sur l'hôtellerie-restauration dont vous parlez, mais également sur le nucléaire, puisque c'est un outil qui est en marque blanche. Mais le plus marquant, c'est que cette méthode, cette façon de fonctionner en partant du candidat, nous, on l'a déjà dupliqué pour le handicap. Parce que le sujet de je n'ose pas postuler, Julien, non, c'est toi, Alexin, qui en parlait. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette légitimité parfois qui manque parce qu'on n'habite pas dans le bon quartier, parce qu'on a un handicap, enfin, peu importe ce qui en nous fait qu'on ne se sent pas légitime. Au final, sur le handicap, c'était vraiment quelque chose avec Marc qu'on voulait travailler. Donc on a fait exactement le même outil à ceci près. C'est que la rencontre, elle ne se fait pas sur les qualités personnelles, mais sur moi, j'ai des singularités, j'ai mon handicap qui me permet de faire certaines choses et pas d'autres. Et moi, recruteur, avec transparence, je vais décrire vraiment mes conditions et mes environnements de travail. Et du coup, on se rencontre sur le sujet de l'emploi et on peut commencer à parler mission, perspective, ADN, valeurs. Et on n'a plus de stigmatisation ni des biais cognitifs côté recruteur en disant oh, ça va être la galère, on va pas pouvoir, c'est pas possible. Et ni côté candidat, je ne suis pas méritant, je peux pas. Oui, tout à fait. J'ai vu, Lamri Adoui, que vous avez réagi sur le nucléaire, puisqu'évidemment, vous êtes président de l'Université de Caen et que c'est une région où le renouveau, la relance de la filière nucléaire va être très importante. Vous disiez à quel point l'université avait un rôle, justement, pour s'associer à la création d'emplois et au dynamisme économique de sa région. Donc là, c'est tout à fait, j'imagine, un sujet qui vous intéresse. J'ai vu d'ailleurs aussi qu'à Caen, sur les questions de cybersécurité, vous allez lancer aussi un programme très intéressant. Donc ça veut dire que vous êtes très en phase avec les besoins économiques de votre région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous allez faire sur le nucléaire? Qu'est-ce que vous avez fait sur la cybersécurité? Et puis peut-être, parce que je ne sais pas si je pourrais encore vous repasser la parole, mais je connais assez bien le monde des grandes écoles de management. Il y a sans arrêt, on forme les jeunes, ils ont des job dating, mais pas seulement, mais surtout, on leur fait des masterclass LinkedIn, on les forme vraiment à aller chercher le travail, à prendre confiance en eux pour décrocher des postes dans les entreprises. Est-ce qu'un jour, ça sera inscrit dans tous les cursus à l'université, qu'on soit en licence ou en master, il y aura des crédits, peut-être même des crédits, ou en tout cas vraiment une obligation, entre guillemets, à suivre et à être accompagné sur ces sujets-là qui sont vraiment très importants. Merci. Oui, je crois que les universités font aujourd'hui beaucoup de choses. Et pour reprendre le thème de l'alliance, je pense que pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, parmi les choses qui sont faites dans les universités aujourd'hui, vous avez par exemple les cordées de la réussite, qui nous permet d'être connectés à l'éducation nationale pour encorder des collèges, des lycées avec des universités pour leur ouvrir des perspectives. Il y a tout ce qui est fait autour des campus connectés, qui permet d'avoir un retour vers l'emploi de la part de personnes qui se sentent aujourd'hui loin de l'enseignement supérieur. Et ça, ce sont des campus qui sont connectés et qui sont implantés dans des villes qui sont des villes moyennes, des villes d'équilibre, on va dire, très loin des métropoles. Et puis on a tout le travail, vous avez raison, avec le monde économique. On vient de signer avec France Université, dans le mois qui vient de précéder quasiment, des conventions avec le MEDEF, avec la CPME, avec France Travail, que vous évoquiez tout à l'heure, parce que justement, sur tous les enjeux d'orientation, sur tous les enjeux d'alternance, sur tous les enjeux de stage, on continue à développer notre stratégie universitaire. Et pour revenir sur le nucléaire, qui est effectivement un bon exemple sur notre territoire, je vous donne un exemple. Le dernier EPR construit, il est à Flamanville, donc il est sur un territoire presque ilien, j'allais dire, qui est celui du Cotentin, qui est celui de Cherbourg, sur lequel vous avez 4% de chômage aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez quasiment aucun vivier disponible en termes de compétences, et vous avez des dizaines de milliers de collaborateurs qui vont être recrutés sur des carrières extrêmement longues sur les 40 prochaines années, si on va au bout de la reconstruction qui est annoncée d'un certain nombre de centrales, des carrières longues en industrie, des carrières attractives, des carrières sur lesquelles vous avez un emploi assuré, des besoins de la part des entreprises et un vivier insuffisant. Donc là, on a, j'allais dire, presque un boulevard pour travailler sur ces enjeux. Est-ce que justement, puisqu'on parle quand même de publics un peu marginalisés, l'alternance peut être un levier justement pour connecter ces publics-là, ces jeunes-là, avec des filières qui vont avoir besoin de talents et d'énormément recruter dans les prochaines années? Absolument.
Là, en termes d'égalité des chances, on voit venir vers l'enseignement supérieur des publics qui n'y seraient pas venus sans l'alternance. Et même, puisque vous évoquiez la cybersécurité, on a été la première université de France à faire un master de cybersécurité, qui a ouvert il y a maintenant 2 ans. En fait, même si les équipes pédagogiques ne voulaient pas s'y mettre, c'est sous la pression aujourd'hui des étudiants que l'ensemble des diplômes sont obligés de passer en alternance. Parce que justement, il y a ces enjeux d'ambition, de précarité. Plutôt que l'étudiant travaille, j'allais dire, à côté de sa formation, ce qui ne va pas être très favorable à sa réussite, on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour l'alternance qui n'est plus considérée comme une voie de garage ou quelque chose de seconde zone, mais au contraire, qui est aujourd'hui un vrai gage de réussite et d'insertion professionnelle. Et donc, dans votre filière cybersécurité, dans votre master, on peut suivre ce master en alternance. Bien sûr. Formidable. Bien sûr, comme aujourd'hui, énormément. Il y a plus d'1 million d'alternants aujourd'hui en France. Et le boom à l'université est absolument considérable sur des diplômes de tout niveau, y compris master, et peut-être ça commence au niveau doctorat. Alors peut-être juste pour finir, Julien, Alexandre, moi j'ai envie que vous me racontiez 1 ou 2 personnes qui n'auraient jamais pensé venir travailler dans vos entreprises, qui vous ont marqué par rapport effectivement au manque de confiance et finalement à l'insertion réussie derrière. Qu'est-ce qui a... À quel moment les freins se sont levés et qu'est-ce qui explique effectivement cette réussite dans vos entreprises et cette connexion finalement qui s'est faite? Alors, je ne vais pas avoir un exemple exactement sur le choix d'un individu ou d'un autre, puisque souvent, les collaborateurs qui nous rejoignent ne savent pas vraiment. Ils connaissent un logo, ils connaissent une marque, nous, on les recrute sur une habileté, sur une envie de s'impliquer. Mais encore une fois, c'est ce que disait aussi Marie, nous sommes sur des métiers qui se passent en coulisses. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé, il vous faut votre badge aéroportuaire, votre accès sous douane pour pouvoir soulever le rideau et voir que, effectivement, de l'autre côté du rideau, il y a une multitude de métiers avec des vraies opportunités. Moi, les exemples, c'est mes 90 managers, c'est mes 150 adjoints managers, c'est mes 600 agents de maîtrise qui sont tous issus de la promotion interne, c'est les 13 directeurs qui sont tous issus de la promotion interne. Et je pense que quand ils sont rentrés dans l'entreprise, ils n'avaient aucune idée du parcours qu'ils allaient pouvoir faire dans l'entreprise. Certains, ça c'est plutôt anecdotique, j'étais surveillant dans un lycée, dans une vie assez lointaine pour maintenant, et j'ai retrouvé des élèves qui sont rentrés dans l'entreprise, sont rentrés en tant qu'agents d'exploitation et qui aujourd'hui sont cadres dans l'entreprise. Et voilà, je trouve que c'est des parcours qui méritent d'être cités et ce n'est pas des parcours anecdotiques. Je crois que c'est la très grande majorité, c'est l'ensemble de notre encadrement. D'accord. Alexandre, un mot? Alors nous, effectivement, l'objectif, c'est de transformer l'essai. Donc intervenir dans les universités, c'est essentiel. Mais aussi, l'idée, c'est de pouvoir recevoir ensuite les étudiants au sein de la banque, ce qu'on a fait. On a eu donc 2 stagiaires et un alternant qui nous ont rejoints pour faire une première expérience professionnelle. J'ai effectivement Mohamed qui nous a marqué parce que Mohamed était très déterminé. Effectivement, il a su lever les barrières. Il nous a notamment déposé son CV en physique au siège. Alors ça, c'est vrai que c'est assez rare. Donc voilà, ça c'était important pour nous d'avoir cette transformation de l'essai. On continue d'avoir cet objectif, même si à ce stade, au niveau de la banque, en tout cas, on a déjà, en fin 2024, 40% de l'ensemble des collaborateurs, tous contrats confondus, qui viennent de quartiers prioritaires et de zones rurales. Donc on est déjà assez bien implanté. Voilà, l'idée, c'est forcément d'aller toujours plus loin. Et comme vous le disiez à un moment ou à un autre, là, on se parle du recrutement, mais l'idée aussi, c'est d'avoir un continuum au fur et à mesure, tout au long de la carrière, de briser aussi les plafonds en termes de mobilité interne, en termes de mobilité aussi hiérarchique, ce qui reste encore compliqué. Donc continuer en ce sens. D'accord, très bien. Vous voulez dire? Je voulais juste rajouter, et pour rebondir sur ce que disait Monsieur le Président de France Université, sur le parcours des alternants, nous c'est quelque chose sur lequel on est venu peut-être un peu tardivement, mais sur lequel on est complètement convaincu. On a une 40aine d'alternants qui sont sur le site, sur différents métiers. Ça va des ressources humaines, aux métiers d'ingénierie, aux métiers opérationnels, aux métiers d'assistant de direction, assistance des équipes opérationnelles et de management. En fait, on a vraiment cette perception d'ouvrir un peu la lumière sur ce qui se passe de l'autre côté, et tout d'un coup qu'il y a une prise de conscience, se dire ah oui, effectivement, il y a de l'intérêt, il y a des métiers, ça c'est l'alternance qui le permet, et on a un certain nombre d'alternants qui restent bien sûr avec nous. On a beau travailler le soir, on a beau travailler la nuit, on a beau travailler sur un aéroport, et là on parle d'accessibilité, parce que parfois l'accessibilité est parfois un peu compliquée, mais effectivement on voit que ça ouvre des vocations. D'accord.
Très bien. Alors, moi, je voulais vous dire un mot peut-être pour conclure. Il se trouve qu'avant-hier, j'étais à une soirée qui concernait des jeunes qui sont soutenus par un fonds de dotation créé par Alexandre Mars. Et parmi les témoins, il y avait Mohamed Bouassi, que tout le monde connaît, qui est venu témoigner et qui a expliqué son propre parcours. Il a écrit un livre, donc peut-être qu'un certain nombre de gens le connaissent ici. Mais ce qui m'a quand même vraiment frappé, c'est qu'il a beaucoup insisté sur, effectivement, aller chercher la chance, forcer les portes, mais c'est surtout les mains tendues qui se sont tournés vers lui. Et il rappelait qu'à 25 ans, venu de nulle part, puisqu'il n'avait aucun réseau, aucun code, et il avait fait une petite école de journalisme, mais il avait une passion évidemment extrême pour le sport. Il a été nommé chef du service des sports de RMC à 25 ans par un des dirigeants de RMC qui avait repéré la niaque qu'il avait, la connaissance évidemment du sport qu'il avait. Il était complètement passionné et puis il y consacrait tout son temps, il ne faisait que ça, donc il a vu qu'il aurait un collaborateur complètement investi, et donc à 25 ans Mohamed Bouassi a été nommé chef du service des sports de RMC. Et après, vous connaissez la carrière qui est la sienne, elle n'est pas terminée, loin s'en faut, mais en tout cas cette main tendue, savoir repérer les talents, leur tendre la main, c'est extrêmement important. Donc chaque petit geste compte, mais c'est très très important. Il y a la confiance d'un côté, mais il y a aussi la main tendue. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci à tous. Alors, on vous a dit dans la salle Copéry, on allait avoir plein d'exemples. On en a entendu un certain nombre aujourd'hui. Merci beaucoup.